Bonjour, dans cette vidéo je voulais vous recommander 3 livres que j'aime beaucoup et faire un peu plus qu'une recommandation. Je voulais qu'on plonge un petit peu dans ces 3 mondes différents et qu'on voit pourquoi ça en vaudrait la peine de lire, les thématiques principales et des choses comme ça. Les 3 livres seront Dracula de Bram Stoker, Pierre et Jean de Maupassant et aussi L'Avare de Molière. On va commencer par Dracula et cette histoire elle se passe en Angleterre victorienne. C'est un peu un genre un petit peu gothique, un petit peu fantastique et un petit peu sombre. L'histoire est celle de Jonathan Harker qui va voyager en Transylvanie pour rencontrer un comte. Et ce personnage-là, il est un petit peu atypique, il est très bizarre et il est très mystérieux. Et il voudrait acheter une propriété en Angleterre, donc Jonathan va aller à sa rencontre pour discuter de ça. Mais il va découvrir que c'est en fait un vampire. Le thème principal, je dirais, de cette histoire-là, c'est un peu comme la lutte contre les forces du mal, qui est représentée par Dracula, et les liens entre l'amitié et l'amour. Lorsque j'ai fait les recherches pour voir les critiques par rapport à ce livre et aussi ce que les gens disaient, j'ai vu qu'il y avait souvent une question qui venait en priorité. C'est la question qu'est-ce que le mal? Parce qu'au fond, Dracula, il tue pour se nourrir et c'est ce que beaucoup d'animaux font. Il y a certaines personnes qui dénoncent un côté un petit peu hypocrite de l'être humain parce qu'on s'en prend à Dracula pour ce qu'il fait, c'est-à-dire tuer pour se nourrir alors que c'est quelque chose que beaucoup d'animaux font. D'ailleurs voici le livre, je l'ai ici, je l'ai tout lu et moi j'ai adoré. En gros, la référence c'est que la prédation dans la nature elle n'est ni immorale ni morale, c'est juste un instinct de survie. Les animaux tuent pour se nourrir et pour pas mourir. C'est là que les critiques on va dire disent qu'il y a un peu d'hypocrisie parce qu'on considère quelque chose de mal alors que la bête en question fait que de se nourrir. Bien sûr, il y a toujours des débats dans ces critiques-là. Il y a les personnes qui disent que avec Dracula c'est différent parce qu'il a une conscience, il sait que c'est mal et il transgresse volontairement. Mais voilà, il y a la référence de Thomas Hobbes et pour lui, l'humain est un animal comme un autre. Et si on retire les lois, l'humain est un prédateur comme un autre. Et pour lui, l'homme est un loup pour l'homme. Nietzsche, par exemple, un autre philosophe, dit que la nature suit ses lois sans forcément prendre en compte le bien et le mal. Et que, entre guillemets, c'est normal. Une autre thématique qui vient souvent lorsque j'ai lu les critiques, c'est la question pourquoi ce qui nous effraie nous attire. Pourquoi l'interdit nous fascine autant. Les récits un peu gothiques, un petit peu sombres, c'est des récits qui nous ont toujours fascinés en tant qu'être humain. Et apparemment, ce serait parce que ce qu'on connaît pas, ce qui nous effraie, aurait un impact sur nous, un impact de curiosité, par exemple une curiosité un peu morbide. Pour Freud, il y a des choses qui nous effraient mais nous attirent en même temps. Et Dracula, il représenterait un mélange de beaucoup de choses, un mélange de danger, de charme, mais aussi un petit peu de curiosité, de mystère. Vous voyez, un mélange de plusieurs choses qui viennent se mixer. Et c'est ça qui nous attirerait. Puis il y a une autre question, est-ce qu'on peut vaincre la peur ou est-ce qu'on peut l'apprivoiser? Dans le livre par exemple, lorsque les amis doivent vaincre Dracula, il faut d'abord qu'ils le comprennent. Et ça a été mis en avant un peu comme une métaphore pour dire que pour qu'on vainque nos peurs, il faut qu'on les comprenne d'abord. En gros, on ne détruit pas totalement nos peurs, mais on apprend à vivre avec elles. Voilà, pour Dracula, je vous le recommande parce qu'il y a toutes ces thématiques qui viennent se mélanger et qui nous font réfléchir à notre propre histoire et à comment nous on voit le mal, à où est-ce qu'on se positionne exactement, par exemple par rapport à ce que fait Dracula, et où est-ce qu'on se positionne par rapport à ces histoires un peu gothiques, un peu flippantes, où beaucoup de choses se mélangent, si c'est notre truc ou si c'est pas notre truc. Donc moi je vous le recommande parce qu'il y a toutes ces thématiques. Le deuxième livre que j'aimerais vous recommander, c'est Pierre et Jean de Maupassant, que j'ai lu aussi et que j'ai beaucoup apprécié. Donc là c'est l'histoire de deux frères, Pierre et Jean, qui vivent paisiblement en Normandie vers la fin du 19e siècle. Et un jour, Jean, un des frères, va hériter de la fortune d'un ami de la famille qui va mourir. Et au début, on voyait ça comme une générosité, mais Pierre, l'autre frère, il soupçonne qu'il y a un secret derrière cette générosité. Et il va finir par découvrir que, en fait, Jean, il est le fils de cet ami-là, ami de la famille, le fils illégitime. Et ce livre-là, il va traiter un petit peu des thèmes comme la jalousie entre deux frères, les secrets familiaux et tous ces thèmes-là que je trouve fascinants. Le premier commentaire que j'ai vu par rapport à ce livre, c'est le commentaire de certaines critiques qui disaient « Est-ce que la vérité est toujours bonne à dire ?» Parce que dans ce livre, par exemple, si Pierre dit la vérité par rapport à Jean, ça va soulager mais ça va aussi détruire, ça va détruire tout
tout ce qui a été construit dans la famille. Ça va détruire la paix et ça va détruire le bonheur de beaucoup de personnages. Alors là, selon certains philosophes, selon Kant par exemple, quand il est pour dire que la vérité est toujours bonne à dire, même si ça fait mal, même si ça fait souffrir, parce que mieux vaut une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait sourire. Et peu importe à quel point la situation est grave, faut l'affronter, faut la confronter. Donc selon Kant, dans ce cas-là, il faut dire la vérité même si elle détruit tout. Selon Mill, lui il disait que par moment il faut pas mentir mais juste cacher la vérité. Et pour lui c'est différent. Pour lui un mensonge et cacher ce qu'on sait c'est totalement différent. Et cacher ce qu'on sait des fois c'est utile pour préserver la paix et pour éviter qu'il y a plus de mal que de bien qui en sortent. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous. D'un côté on a le dire la vérité va apporter plus de mal que de bien et mieux vaut continuer à vivre en faisant abstraction de ça. Mais de l'autre côté on a aussi la charge émotionnelle de la personne qui doit cacher la vérité et des fois il vaut mieux affronter ce qui s'est passé et vaut mieux être face à cette vérité là même si elle est très douloureuse plutôt que de la cacher et même si elle apporte plus de mal que de bien. Donc il y a deux positions différentes, vous êtes plutôt laquelle? En gros la question finale c'est si la vérité ne change rien au fait, est-ce qu'il faut quand même la dire? Ensuite dans ce livre, je vais vous faire un peu de spoiling, mais Pierre va finir par dire la vérité, mais seulement à sa mère et à son frère. En gros, il va juste dire à sa mère qu'il sait ce qui s'est passé et il va dire à son frère, il va révéler la vérité à son frère, mais pas au père. Il va dire la vérité à moitié, en quelque sorte. Et là, les deux frères auront une réaction totalement différente face à cela. Et on se demande qui a raison. Alors là, Pierre, pour lui, ça va être la fin du monde, pour lui, ça va être la trahison ultime. Il va pas pardonner, il va pas pouvoir passer outre, il va rester bloqué à ça, il va vouloir s'éloigner, il va sentir que son monde s'écroule même si ce n'est pas lui qui est le fils illégitime. Il va avoir une image de sa mère totalement différente. Il va vivre un petit peu dans... En fait, il sera très assombri par cela et il va s'éloigner de la famille, même il va aller vivre quelque part d'autre, vivre dans la mer, vivre partout, mais pas avec sa mère, parce qu'il sentira l'hypocrisie et parce que sa vision, son image de sa mère sera complètement détruite. Et rien de ce qui se passe ne pourra changer ça. Vous voyez, genre, il n'y a pas de retour en arrière. Donc pour lui, c'est la fin du monde, c'est pas rattrapable. En philosophie, ici, on dit que Pierre, il incarne la lucidité tragique. En gros, il sait ce qui s'est passé, il en prend pleinement conscience et ça lui fait très mal. Mais au moins, il est lucide. Et Nietzsche d'ailleurs il disait que vaut mieux regarder la vérité même si elle fait mal. Alors Jean, sa réaction, même si c'est le fils illégitime, ça va être totalement différent. Lui il va privilégier le pardon, lui il va comprendre, essayer de comprendre les réactions de sa mère, il va essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça, peut-être qu'elle n'était pas heureuse dans son mariage. Enfin, il va essayer de trouver un peu des excuses et il va privilégier la paix. Pour lui en fait ça change rien à l'amour qu'il a envers sa mère, ça change rien à la relation, c'était juste une erreur, une passion passagère, une phase dans la vie de sa mère. Ça change pas l'image qu'il a de sa mère, de sa famille. Il va réussir à passer outre même si c'est lui le fils illégitime et il va pardonner. Et il va continuer sa vie, il va être en paix avec lui-même, en paix avec sa mère, en paix avec son père pas biologique et en paix avec le fait que son père biologique c'est celui qui a laissé sa fortune. Donc philosophiquement, ici Jean il incarne la philosophie et l'éthique du pardon. Mettre la relation avant la faute. Donc ici Pierre il agit au nom de la vérité et au nom de la cohérence personnelle et Jean il agit au nom de l'amour et de la gratitude. Certains disent que ça dépend des valeurs des gens. Par exemple pour Pierre ses valeurs à lui c'est la vérité, c'est le respect, c'est l'honneur. Et pour Jean les valeurs à lui c'est le respect, c'est l'amour, la gratitude, c'est le moment présent, c'est la paix. Il y a aussi une question d'identité personnelle. Par exemple ici Jean c'est le fils illégitime, mais même après avoir appris ce secret-là, il ne s'est pas senti différent, il s'est toujours senti comme lui-même, alors que Pierre par exemple, c'est pas le fils illégitime, il apprend que son frère c'est le fils illégitime, mais il se sent différent en lui. D'ailleurs Montaigne disait « La vie n'est qu'interprétation ». Bon alors maintenant passons au troisième livre, L'Avare de Molière, qui se passe au XVIIe siècle et qui est une comédie française. Ici le personnage principal c'est Harpagnon, qui est obsédé par l'argent au point de sacrifier l'amour de ses enfants et sa famille pour ça. Et donc ici, le thème principal, c'est la caricature exagérée que Molière a voulu mettre en avant par rapport à l'avarice de ce personnage-là. Ça nous remet dans le contexte que
qui a toujours été présent. L'argent a toujours été présent dans la société et il y avait toujours ce débat-là. À quel point l'argent a-t-il de la valeur? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est une fin en soi? Épicure, en tout cas, dès l'époque, il disait que le bonheur dans la vie, c'est les plaisirs simples et pas les richesses matérielles. Dans ce livre, le personnage principal ne donne rien, pas seulement parce qu'il est avare et parce qu'il ne veut pas donner, mais parce qu'il a peur de manquer. Harpagnon, il est incapable de lâcher prise en quelque sorte. Et là, ça nous fait réfléchir sur, par exemple, il y a eu des commentaires par exemple sur est-ce que les avares sont des mauvaises personnes? Ou est-ce que ce sont juste des personnes qui ont eu un passé où ils devaient se priver? Est-ce qu'on devrait peut-être pas moins les juger? Il y a eu des commentaires par rapport à ça. Il y a eu ensuite des critiques en mode est-ce que l'obsession pour l'argent est une forme d'esclavage? Par exemple, dans ce livre-là, le personnage principal, il se prive de vivre, il se prive de tout parce qu'il a peur de manquer d'argent. Dans ce livre, selon Harpagnon, l'argent c'est la base de tout. Et pour lui, c'est pas un défaut, c'est juste une manière d'être prévoyant. Pour ses enfants, l'argent c'est plus un outil et l'amour, la liberté, la famille, les amis, pour eux c'est beaucoup plus important. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je voulais faire le tour de ces 3 livres que j'ai beaucoup aimés et qui font réfléchir sur des thématiques un peu plus profondes qui n'y paraissent. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces 3 différents livres. Merci d'avoir regardé et au revoir.